La France et la Belgique envoient des troupes au Rwanda. Depuis dimanche, dans la capitale, des combats opposent des rebelles venus d'Ouganda aux troupes gouvernementales qui maîtriseraient la situation. Excédé par le bruit, un habitant d'une cité HLM de Neuilly-sur-Marne, en Seine-Saint-Denis, blesse mortellement un garçon de 19 ans. Le suspect a avoué. Polémique après les terribles incendies qui ont ravagé le sud de la France, un peu trop vite accusés, les promoteurs se défendent. Enquête de la rédaction sur les terres incendiés il y a plusieurs années. Première spatiale, Ulysse, la sonde européenne quitte demain la Terre dans la soute de Discovery. Mission les 2 pôles du Soleil via Jupiter. Bonsoir. 300 soldats français envoyés au Rwanda avec une seule mission, évacuer nos ressortissants et les rapatrier en France. Face à la situation, le gouvernement utilise donc les grands moyens. Il faut dire que les combats entre les rebelles et les troupes gouvernementales ont éclaté ce matin dans la capitale. La situation est pour le moment très confuse. Le couvre-feu permanent a été décrété et les premiers rapatriements commencent en ce moment même. Sur place, le correspondant de l'AFP, Didier Lapéronie. 134 passagers ont choisi de s'embarquer ce soir à Kigali sur le vol 482 d'Air France. L'avion, qui n'avait toujours pas quitté la capitale rwandaise plus de 2 heures après le départ prévu, pouvait embarquer 270 passagers. Cela semble indiquer qu'un bon nombre d'étrangers, principalement des Français, ont jugé que la situation n'était pas assez sérieuse dans la capitale pour la quitter précipitamment, a relevé une source diplomatique. À Kigali, le calme règne toujours. Dans la soirée, le président rwandais, le général-major Juvenal Habyarimana, a confirmé l'intervention des pays amis en faveur du Rwanda, mais sans les nommer, ni dire si ces pays avaient pris une part active dans les combats de la nuit à Kigali. S'adressant à la nation sur les ondes de Radio Rwanda, le président Habyarimana a indiqué que les personnes ayant déclenché les combats dans la capitale étaient des partisans des assaillants venus du nord-est. Les rebelles ont joui de complicité à l'intérieur du pays. Une infime fraction de la population a trahi, a accusé M. Habyarimana. Nairobi, Didier Lapéronie, AFP Audio. En France, assassiné parce qu'il faisait trop de bruit, un jeune beurre de 19 ans est mort la nuit dernière dans une cité HLM de Neuilly-sur-Marne en Seine-Saint-Denis. Le suspect, interpellé dans la journée, a avoué. Il s'agit d'un voisin excédé par le tapage tardif d'une bande de jeunes. Reportage Jean-Jacques Bazier. La cité des Fauvettes en état de choc. Chacun des jeunes du quartier ce matin se passait cette photo de Kémissi Kara. Ils ont du mal à comprendre, à accepter que hier soir encore, Kémissi était avec eux à discuter sur l'esplanade et qu'il est mort aujourd'hui d'une balle dans le cœur. Notre copain, il travaillait, il était styliste, il dessin de vêtements, tout ça. Mais il gagnait sa vie, c'était quelqu'un de bien, vous voyez. Donc en général, quand on parlait avec lui, on parlait bien et bon, on rigolait aussi. Donc c'était un bon copain à nous quand même. Le coup de feu est parti de l'une de ses fenêtres. Aucun avertissement auparavant, Kémissi s'effondre près de ses amis. Des amis qui demandaient ce matin que justice soit faite. Ce qu'on demande, nous, c'est que le mec qui a tiré, il soit pris. C'est la seule chose qu'on demandera. Si lui, il est pris, c'est le principal pour nous. Une fois qu'il sera jugé, Kémissi sera peut-être pas revenu, mais au moins ses parents auront déjà le soulagement que le mec qui a tué leur fils, il soit en prison. Mais autour de midi, les copains de Kémissi exaspérés ont envahi la clinique toute proche du lieu du crime. Ils voulaient savoir auprès du médecin qui est intervenu dans un premier temps si vraiment rien n'avait pu être fait pour sauver leur ami. Moment de tension extrême, la police est restée vigilante toute la journée dans le quartier afin d'éviter des incidents. Une 60aine d'appartements ont été visités par la brigade criminelle, des dizaines de personnes interrogées, des armes saisies. Et ce soir, un locataire a avoué avoir tiré avec un revolver 22 long rifle parce qu'il était exaspéré par le bruit des jeunes sous sa fenêtre. Le bruit des grues et des camions de pompiers s'est tu très tôt ce matin à Massy. 24 heures après l'explosion au gaz dans un immeuble, le bilan définitif est lourd. 7 morts, 8 blessés, dont 4 graves. L'enquête qui devra déterminer les causes exactes de l'accident continue. Anne Gouraud. Scène fantasmagorique, éclairée toute la nuit dernière par les projecteurs. Dans la brèche calcinée de l'immeuble de Massy, 80 pompiers ont poursuivi les travaux de déblaiement jusqu'à l'aube. Vers minuit, ultime découverte macabre, les sauveteurs dégagent les corps de 4 victimes difficilement identifiables. À 6 heures, 24 heures après l'explosion, tous les gravats sont dégagés et le bilan est définitif. 7 morts, 8 blessés, dont 4 graves. Parallèlement aux efforts des secouristes, les autorités locales ont mis sur pied un plan d'urgence pour les quelques 60 habitants de l'immeuble sinistré. Certains ont passé la nuit dans une école et dans un foyer avant de revenir ce matin au pied de l'immeuble
pour tenter de retrouver des objets personnels. La commune de Massy et le département ont débloqué 60 000 francs pour faire face aux premiers frais. Reste à déterminer l'origine exacte de l'explosion. A priori, les canalisations de gaz étaient en bon état. Compte tenu des structures du HLM, construit à la va-vite dans une cité champignon des années 50, une simple fuite domestique suffisait sans doute à provoquer la catastrophe. Tradition oblige, François Mitterrand a inauguré officiellement ce matin le Salon mondial de l'automobile. Le chef de l'État a pu découvrir les nouvelles merveilles de nos constructeurs. Juste un petit coup d'œil sur les Ferrari jaune canari pour l'édition 90, avant de repartir sans oublier de souligner la conjoncture difficile. Une crise particulièrement douloureuse, 11% d'immatriculation en moins en septembre. Face aux japonaises et aux américaines, seul le groupe Peugeot tient la route, mais l'industrie automobile risque de manger son pain noir dans les années à venir. Explication de Bernard Ségara. La guerre des prix et des marques est désormais déclarée en Europe et les ventes de voitures françaises risquent de baisser sensiblement au cours des prochains mois. Après l'offensive choc des Ford Fiesta en Italie, la logique de guerre est engagée. Par exemple, Renault s'est permis de vendre en Italie ses petites Clio à peine plus chères que les Fiat Uno. Mais en Espagne, toujours Renault a perdu la moitié de son marché, au profit notamment de Volkswagen. Tout est bon dans cette guerre qui commence. Qualité, délai de livraison, service après-vente, variété des modèles et crédits. Le client achète de plus en plus des rabais ou des ristournes plutôt que des voitures. Cette année, le marché s'est déjà dégradé, un peu plus de 1% en France, mais plus de 10% en Grande-Bretagne et 8% en Espagne. L'an prochain, Jacques Calvet évalue la baisse à 4 ou 5%, tandis que l'Italien Agnelli craint plutôt 7 à 8%. Et ces chiffres ne font référence qu'à un baril à 30 $. La crise du Golfe, le prix de l'essence, la récession américaine, l'offensive japonaise en sont les principales causes. Mais il est vrai que les constructeurs français n'ont pas fait beaucoup d'efforts. Mis à part le rapprochement Volvo-Renault, il n'a été enregistré aucune alliance d'envergure, alors qu'Américains et Japonais avalent tout dès que l'occasion se présente, et par exemple les réseaux de vente. Tout cela, Édith Cresson n'a cessé de le dire, sans être pourtant entendu par nos constructeurs. Aujourd'hui, ceux-ci réclament à grands cris des mesures de protection, faute d'avoir assuré leur propre marché avec des prix plus raisonnables. La crise, toujours la crise du Golfe qui va coûter cher à l'économie française. Son coût est évalué à 3 mois de croissance, c'est-à-dire à peu près 1%. Face à ces difficultés à venir, Lionel Stoléru, le secrétaire d'État au plan, proposait aujourd'hui 2 scénarios à Michel Rocard, mais l'un des projets est déjà rejeté massivement par les syndicats. Marie-Hélène Tichou. Au départ, Lionel Stoléru avait dit qu'il ne cherchait ni caution ni consensus. Eh bien, la CGT et Force ouvrière disent non au rapport d'étape. Les autres syndicats ont une opinion moins tranchée, mais tous refusent le nouveau mode de calcul pour négocier les salaires. Concrètement, prendre comme référence le PIB, c'est-à-dire la richesse de la France, plutôt que l'indice des prix. En vérité, il s'agit d'un tour de passe-passe extrêmement dangereux et coûteux pour les salariés. En situation difficile, c'est pas le moment de casser le thermomètre. La référence au prix du PIB telle qu'elle est évoquée, premièrement, elle est incompréhensible pour la plus grande partie de l'opinion publique. Et dans une affaire comme les salaires, ce que les gens veulent comprendre, c'est comment leur pouvoir d'achat va évoluer. Or ça, à ma connaissance, le seul outil qui reste pour le mesurer, c'est l'indice des prix à la consommation. Le rapport ne se veut pas alarmiste sur les conséquences de la crise du Golfe. Le danger est surtout dans l'amplification des effets économiques. Les 2 priorités, éviter l'inflation. Un rappel, en 1974, la France avait multiplié par 5 l'addition à payer à cause de la spirale inflationniste. Deuxième priorité, partager le coût de la crise entre entreprises et salariés et payer tout. Nous, les Français, on a l'impression, quand on a payé notre super à 6,15 francs et notre fioul pour le chauffage un peu plus cher cet hiver, on a tout payé. C'est pas vrai. On a payé le quart. Les 3 autres quarts vont dans l'ensemble de l'industrie et de l'économie et se diffusent, mais il faut quand même les payer et ça correspond au reste de la facture qui sont les 3 quarts. Et payer tous, c'est évident. Il n'est pas admissible. Je crois que tous les Français sont prêts à accepter un petit minimum de sacrifices parce qu'on n'a pas le choix, mais à condition qu'ils soient équitablement répartis et que tout le monde participe au paiement de la facture. Le rapport insiste sur l'importance du dialogue social, mais l'exemple du blocage des négociations dans la fonction publique rend les syndicats sceptiques sur la réalité de la démarche. Le projet de Jean-Pierre Soisson sur l'intéressement a-t-il fait les frais de l'entrée au gouvernement de Bruno Durieux? Ses amis centristes ont en effet une exception pré-repoussé hier le projet à l'Assemblée nationale. Les quelques voix qui auraient permis à Michel Rocard de faire passer le projet se sont donc envolées. Quelle est la stratégie des centristes face à Michel Rocard? Explication de Jérôme Catala.
Pour 284, contre 289, l'Assemblée n'a pas adopté. Plus qu'une simple péripétie, le rejet de la loi sur l'intéressement présenté par Jean-Pierre Soisson est exemplaire. Outre le RPR, l'UDF et le PC, les centristes de l'UDC ont voté contre. Réaction du ministre du Travail, il s'agit du contre-coup du remaniement ministériel. Les amis de Pierre Maignery n'auraient pas digéré l'entrée du Bruno Durieux au gouvernement. Pas du tout, répond l'UDC, qui invoque un désaccord de fond sur le texte. Nous ne sommes pas là pour être des supplétifs du gouvernement. Nous sommes dans l'opposition. Nous sommes là pour améliorer les textes. Quand le gouvernement tient compte de nos propositions, nous votons pour. Si le gouvernement ne prend pas nos positions en compte, et il ne l'a pas fait, nous avons voté contre. Et ce sera notre ligne politique. Le CDS durcit le ton? Le CDS n'accepte pas des pratiques de débauchage individuel qui n'honorent pas ceux qui les pratiquent. C'est clair et Michel Rocard doit s'attendre à une session parlementaire mouvementée. Depuis qu'il est Premier ministre, les projets de loi défendus par son gouvernement sont votés par une majorité à géométrie variable, qui inclut une fois les voix communistes, une autre les voix centristes. Aujourd'hui, les positions se sont durcies et Michel Rocard peut s'apprêter donc à utiliser à répétition le fameux 49.3, notamment pour la contribution sociale généralisée et le budget à partir du 16 octobre prochain. Politique toujours, face à la crise du Golfe, Jean-Marie Le Pen persiste et signe. Depuis 2 mois, il n'a pas changé d'un iota sa position. Le leader du Front National est opposé à toute implication des troupes françaises dans le Golfe. Une position mal comprise des Français. 53% d'entre eux estiment en effet que Jean-Marie Le Pen porte atteinte aux intérêts de la France dans la crise du Golfe. Au sein même du Front National, un militant sur 2 s'avoue dérouté par la position de Jean-Marie Le Pen. Dérouté, mais pas plus. Ce sont les résultats d'un sondage Sofres Le Monde, commenté par Philippe Decevski. Malgré communiqués et conférences de presse à répétition pour rectifier le tir, Jean-Marie Le Pen donne toujours l'impression d'être indulgent à l'égard de Saddam Hussein. Pour 53% des Français, le président du Front National porte atteinte aux intérêts de la France, sentiment partagé donc par près d'un électeur sur 2 ayant voté Le Pen au présidentiel. Si un tiers des Français pensent que Le Pen a voulu par cette position se démarquer de la classe politique, un quart l'explique par l'antisémitisme du Front National. Malgré ces chiffres, curieusement, le potentiel électoral du Front National ne semble pas trop affecté. 18% des Français contre 16 l'an dernier adhèrent globalement aux thèmes et idées défendus par Jean-Marie Le Pen. En revanche, la position Le Peniste sur le Golfe renforce l'électorat UDF-RPR à refuser toute alliance avec le Front National. Si les électeurs de la droite classique étaient très partagés il y a 6 mois sur ce sujet, aujourd'hui 2 tiers rejettent tout accord électoral avec le parti de Jean-Marie Le Pen. Jean-Marie Le Pen qui propose aujourd'hui un nouveau plan de paix pour le Golfe. Il propose à l'Irak de laisser sortir tous les ressortissants occidentaux qui le souhaitent en échange du retrait des troupes occidentales d'Arabie Saoudite. À l'étranger, la Pologne va-t-elle à nouveau se déchirer autour cette fois de solidarité? La candidature officielle de Tadeusz Mazowiecki pour les prochaines élections présidentielles déclenche un duel fratricide. Tout au long de la campagne, il devra en effet affronter son ancien compagnon de révolution, Lech Walesa, très critiqué ces derniers temps par les membres fondateurs de Solidarité. Nathalie Ether. 19h30 hier soir, Tadeusz Mazowiecki annonce sa candidature à la présidence de la République. Presque à regret, c'est l'histoire qui m'oblige à le faire, a-t-il déclaré. Il y a 3 semaines, Lech Walesa annonçait qu'il briguait lui aussi la succession du général Jaruzelski. 2 candidats de taille pour ses premières élections présidentielles libres en Pologne. Un face-à-face entre 2 hommes qui ont lutté côte à côte pour la démocratie et la liberté. Un duel fratricide pour certains, mais un duel entre 2 personnalités qu'un univers sépare. Lech Walesa, l'ouvrier d'origine paysanne, celui qui a fait tomber le communisme dans son pays et créé le premier syndicat libre à l'Est. Tadeusz Mazowiecki, le conseiller de l'ombre, celui qui n'a jamais aimé que l'on parle de lui. Walesa, le tribun, l'homme de la foule, l'homme de la rue. Mazowiecki, l'intellectuel, mal à l'aise en public, réformateur en douceur, ce que lui reproche justement Walesa, partisan d'une rupture sans concession avec l'ancien régime. Depuis plusieurs mois, le numéro 1 de Solidarité ne cesse de critiquer celui qu'il a lui-même nommé à la tête du gouvernement. Aujourd'hui, si l'on en croit les sondages, Mazowiecki dispose d'une nette avance sur son rival, mais rien n'est joué, Lech Walesa reste l'homme du peuple.
L'enquête de la rédaction maintenant. Les incendies de l'été dernier ont défiguré toute une région de la France. Leur recrudescence inquiète le gouvernement. Les ministres concernés par les feux de forêt se concertent en effet pour proposer un nouveau texte de loi pour la fin du mois. Il concernerait bien sûr le gel des terres incendiées. En ligne de mire des promoteurs peu respectueux de la nature, Jean-Marc Pitt et Christophe Hérault sont allés enquêter dans les Alpes-Maritimes pour voir si les terrains incendiés en 86 étaient maintenant construits. Reportage. Il arrive que la pierre pousse sous les bois brûlés. En 1986, un incendie frappe la petite commune du Tigné dans les Alpes-Maritimes. Les parcelles touchées appartiennent à des particuliers. Elles sont classées en zone boisée et par conséquent inconstructibles. Pourtant, 2 ans après le sinistre, le plan d'occupation des sols est modifié. Aujourd'hui, une centaine d'habitations s'est dressée sur ces terrains. Une autre quarantaine reste à construire. C'est tout morcelé. Il y a des petites parcelles de 1500, 2000, 3000, 5000 mètres, enfin, ou même moins. Alors à ce moment-là, le propriétaire ne peut pas reboiser. Une situation imprenable sur Monte-Carlo. C'est également à la suite d'un incendie que la commune de la Turbie a autorisé le lotissement de ce site. Avec la décentralisation, les maires ont pris quelques libertés par rapport aux directives. Toute modification de plan d'occupation des sols doit être approuvée par la préfecture. Mais si le chantier est déjà achevé, il est rare que l'État réclame la démolition. Même si l'incendie n'est provoqué par personne, il arrange parfois beaucoup de monde. Je ne vois pas comment un promoteur, a priori, pourrait acheter un terrain, y mettre le feu et ensuite le déclasser pour le rendre urbain. Si la commune, en un premier temps, dit « je ne suis pas d'accord ». Alors, où il y a connivence, et il y a beaucoup de gens que ça intéresse, et non pas seulement que le professionnel, ou, bon, ben, c'est un état de fait, et puis les choses sont ce qu'elles sont. La gare de Fresnay est située en plein cœur de la forêt des Morts, dans le Var. En 1979, les flammes ont gravement endommagé les bois situés sur la commune. Mais ici, le conseil municipal a choisi le reboisement. Une décision qui, dans un premier temps, n'a pas été facile à faire admettre aux propriétaires lésés. Souvent, pour les propriétaires forestiers, le problème essentiel, c'est que faire de cette forêt qui ne produit pas ou peu. Alors c'est vrai qu'on peut dire que la forêt ne produit jamais autant dans nos régions que quand on la détruit totalement, quand on la transforme, c'est-à-dire quand on la transforme en terrain à bâtir. Les forêts domaniales d'État échappent à toute convoitise, car des schémas directeurs départementaux édictent clairement leur inconstructibilité. Il n'en va pas de même pour les bois privés. Une loi pourrait prochainement imposer le gel de toutes les terres incendiées. Et même si elle n'élimine pas toutes les causes de feu, cette loi en réduira peut-être la longue liste. Tout de suite, les autres faits marquants de l'actualité en France, grâce aux images de nos stations régionales, commentaires de Clément Veil-Rénal. On a volé la statue de Bayard à Pontcharrat, près de Grenoble, village natal du chevalier sans peur, sans reproche et désormais sans statut. La gendarmerie a été chargée de l'enquête. La statue n'ayant pas de valeur marchande, le vol pourrait être la conclusion d'un pari stupide. Dégâts importants dans la région de Nice à la suite d'un orage particulièrement violent. À Antibes, plusieurs dizaines de voitures ont ainsi été emportées dans un glissement de terrain. À Nice, de nombreuses caves ont été inondées. Lavage d'estomac pour 18 enfants d'une école maternelle de Quimper. Des enfants qui avaient mangé les baies toxiques d'un vieil if jusqu'alors parfaitement stérile. Ces petites baies rouges peuvent provoquer des troubles cardiaques ou neurologiques graves. Après une nuit d'observation, les enfants ont pu regagner leur foyer. Reste à comprendre pourquoi un arbre empoisonné se trouvait dans la cour de l'école maternelle. Enfin, les 2 heureux gagnants du loto originaire de La Réunion sont arrivés aujourd'hui pour la première fois de leur vie sur le sol métropolitain afin de toucher leur chèque record de 39 millions et des poussières. Charleville-Marcel et Hermina, épiciers de leur état à La Réunion, ne savent pas encore ce qu'ils vont faire de cet argent, mais ils ont au moins un projet, continuer à jouer au loto. Ils ont raison, 39 millions, c'est vite dépensé. Les derniers échecs répétés de la NASA faisaient plutôt sourire jusqu'alors l'agence spatiale européenne, mais ce soir, tout le monde prie pour que Discovery s'envole sans problème. Elle emportera en effet demain midi une sonde européenne, pas comme les autres, Ulysse, le nouvel espion du roi Soleil. Explication de Daniel Durandet. Pourquoi, en un peu plus de 3 milliards d'années, la Terre a-t-elle changé aussi radicalement de visage? Pourquoi l'enfer de Dante a-t-il peu à peu laissé la place à la vie, puis aux glaces, avant de devenir un paradis luxuriant, qui à son tour se transforme peu à peu en désert?
C'est à ces mystères et à bien d'autres que devra tenter de répondre Ulysse, qui dans 5 ans passera par les 2 pôles du Soleil, des zones entières de notre système dont nous ignorons aujourd'hui absolument tout. Pour approcher cette étoile qui en une seconde dégage autant d'énergie que celle consommée par les États-Unis en 30 000 ans, les scientifiques européens ont dû faire preuve d'imagination car aucun engin, aussi puissant soit-il, ne peut aujourd'hui aller directement vers le Soleil. Ainsi, après son largage demain par la navette Discovery, dans un sens opposé à celui du Soleil, Ulysse se dirigera d'abord vers Jupiter, qu'elle atteindra dans un peu plus d'1 an. Puis, bénéficiant de l'effet de fronde, généré par l'énorme champ magnétique de Jupiter, Ulysse fera volte-face et plongera alors vers le Soleil. Évoluant ainsi pendant 1 an de part et d'autre des 2 pôles du Soleil, Ulysse devrait nous faire alors découvrir la 3e dimension de l'astre du jour, répondant ainsi peut-être enfin à cette foule de questions que se posent les hommes depuis la nuit des temps. Sur Terre, les Britanniques ont la réputation d'être un peu nationalistes sur le plan musical. Le rock'n'roll venu de l'étranger est ignoré, les États-Unis mis à part, bien sûr. Et pourtant, 12 groupes français jouent jusqu'à demain soir sur les scènes londoniennes. L'occasion pour Georges Minangua et Thierry Stampfler de tester les réactions du public anglais. Question, bien sûr, do you know French rock'n'roll? French rock'n'roll, no. No. What? French rock'n'roll. I'm sure it's wonderful. Oh, it will be. One day. French rock and roll? No, I haven't actually, no. Bon, ça commence bien. À Londres, même les porteurs de bérets basques n'ont jamais entendu parler de notre pourtant magnifique rock national. Les Français sont des orfèvres en matière de parfum et d'élégance, écrit perfidement un journal anglais. Pourquoi faudrait-il qu'en plus, ils soient de bons rockers? Sympa, non? Décidément, la tâche de nos petits gars s'annonce difficile, d'autant qu'à Londres, des concerts, il y en a une bonne dizaine tous les soirs. Assistance clairsemée donc, malgré l'enthousiasme des pires, groupe breton aux sonorités franchement xiganes. Depuis 1 an, 2 groupes français ont un peu percé en Angleterre, la Mano Negra qui y tourne régulièrement, et surtout les Négresses Vertes. La musique des Négresses Vertes n'a rien à voir avec le rock'n'roll londonien, quoi. Non, je l'ai joué un peu rock'n'roll et c'est très bien passé, quoi. Ouais. Musicalement, ils vous considèrent quoi, comme un produit un peu exotique ou Complètement exotique. Pas d'exotisme pour le Cri de la Mouche qui, de retour d'une tournée nord-américaine, testait pour la première fois son rock musclé sur une scène londonienne. Terrain connu en revanche pour les Fugs, un groupe angevin qui tourne régulièrement en Grande-Bretagne. Limite, le public rock est plus jeune en Angleterre qu'en France. Ça veut dire que le public aussi a plus la pêche pendant les concerts. Et moi, je trouve même, au contraire, je trouve qu'en France, les gens sont plus facilement blasés et cyniques qu'ici en Angleterre. Ces derniers temps, Londres vibre au son de la dance music avec son beat obsédant sur toutes les radios. Ce genre de musique renforce encore la croyance que tout le monde ici peut avoir un jour sa chance. Exemple symbolique avec Rhythm King, une petite compagnie indépendante. Ils sont une dizaine à travailler dans un petit 2 pièces, le tout dans un joyeux désordre. Et pourtant, ils viennent de découvrir et de lancer 3 groupes qui sont tous rentrés dans le top 20 anglais. Pour moi, la chose qui est le plus importante, c'est la musique intéressante, qui est excitant. Et c'est ça la musique populaire pour moi, quelque chose qui avance toujours, qui craque les barrières. Betty Boo était standardiste chez Rhythm King, la voilà star en quelques semaines. À Londres, les modes sont extraordinairement éphémères et la musique, le chemin le plus direct vers la célébrité. De bonnes nouvelles en sport pour terminer ce journal. En tennis, le jeune français Fabrice Santoro s'est qualifié pour les demi-finales du tournoi de Toulouse en battant en 2-7 le suédois Bergström. Et puis un petit cocorico, la chaîne cryptée Sport 2-3 qui diffusera par satellite 24 heures sur 24 des programmes exclusivement sportifs sera juridiquement constituée tout prochainement. L'arrêté ministériel autorisant l'entrée d'Antenne 2 et d'FR3 dans son capital a en effet été signé aujourd'hui. La chaîne sera opérationnelle au printemps 91. Tout de suite, le rappel des titres de l'information de la journée. La France et la Belgique envoient des troupes au Rwanda. Depuis dimanche, des combats opposent des rebelles venus d'Ouganda aux troupes gouvernementales. Ce soir, l'armée contrôlerait la situation, selon le président rwandais. Roland Dumas a demandé aux Français de quitter le pays. Entrée de la livre dans le SME, le système monétaire européen. Après des années de refus, Margaret Thatcher s'y est finalement résolue. Une décision qui prendra effet lundi prochain. La France a adressé ses félicitations.
Rejet hier à l'Assemblée nationale du projet de loi d'intéressement présenté par Jean-Pierre Soisson, le ministre du Travail. Les centristes de l'UDC ne l'ont pas voté. Michel Rocard risque de passer une session parlementaire difficile. Un drame du bruit, un habitant d'une cité HLM de Neuilly-sur-Marne en Seine-Saint-Denis a blessé mortellement un jeune Français d'origine algérienne. Le suspect, un retraité, a avoué. Le cul de feu meurtrier a été tiré de son appartement. Ce journal est maintenant terminé, mais tout de suite, plein phare sur une émission exceptionnelle. Ce soir, Planet Show, réalisé et présenté par Cyril Viguier, avec une interview exclusive du président Ronald Reagan. Quelles sont vos activités quotidiennes maintenant que vous avez du temps libre? Well, the funny thing is, it's not as spare as you might think. Étrangement, je ne suis pas si libre que ça. Je dois continuer à tenir des conférences, veiller à ce que les choses promises durant mon mandat se concrétisent. I try to tell them of some of the things we didn't get done while I was president, and that I think we should get done. And you see, I had a somewhat hostile Congress. Vous comprenez, j'avais affaire à un congrès hostile, à majorité démocrate, alors que je suis républicain. This is keeping me kind of busy. Je continue cette lutte aujourd'hui. Cela m'amène à voyager beaucoup plus que je ne le prévoyais. Cela occupe une grande partie de mon temps. Planet Show à 22h50 sur la 3. Avant cela, le prochain rendez-vous avec l'information. 22h30, soir 3, présenté par Marc Ottement. À lundi, 19h. Bonsoir.